le silence. C'est ça qui m'a frappé ce soir-là, plus que le scintillement des lustres ou le murmure de la foule, pourtant assourdissant il y a quelques minutes encore. Un silence si dense qu'il aspirait l'air, vous vidant les poumons. Julien, mon mari, enfin mon ancien mari, se tenait là, pétrifié, le verre tombé sur le marbre avec un son cristallin que personne n'avait semblé entendre. Tous les regards, absolument tous, étaient braqués sur moi, ou plutôt sur la femme que j'étais devenue. Mon nom résonnait dans la grande salle du Louvre, porté par l'écho de la stupéfaction générale. Madame Dubois, ou devrais-je dire, directrice d'Apex Ocula. Les mots de Pierre Martin, le PDG de Conningcade Logistique, venaient de faire l'effet d'une bombe. Je pivotais lentement, savourant ce moment, mes yeux croisant enfin ceux de Julien. La panique, l'incompréhension, la terreur, tout se lisait sur son visage. Ce n'était pas un sourire que j'esquissais, non. C'était plutôt la froide satisfaction d'un scientifique observant la réaction tant attendue d'une expérience complexe. « Bonsoir, Julien, » dis-je, ma voix, à présent, était d'acier poli. J'ai finalement décidé de venir. J'espère que je ne vous embarrasse pas trop. L'embarras, ça faisait 5 ans que j'en mangeais au petit déjeuner. 5 ans de repas solitaires dans notre penthouse gigantesque. 5 ans de non-existence. Je me souviens de l'un d'eux, particulièrement vif. Un mardi soir, enfin, je crois que c'était un mardi, ou peut-être un mercredi, peu importe, tous ces soirs se ressemblaient. La pluie fouettait les baies vitrées de notre appartement à La Défense, un spectacle violent mais sans son. À l'intérieur, l'air était sec, mortellement sec. J'étais assise à une extrémité de cette table en acajou, si longue qu'on aurait pu y faire atterrir un petit hélicoptère. À l'autre bout, Julien, absorbé par son téléphone, ses pouces virevoltant frénétiquement. Il avait l'air de ses couvertures de magazines financiers, le PDG de Lefebvre Capital, 38 ans, beau de cette façon implacable et sans pitié. Julien, avais-je murmuré. Ma voix, autrefois, était faite pour calmer des enfants de maternelle. Une voix douce, presque trop douce, il m'avait souvent dit. Il n'avait même pas levé les yeux. Son pouce défilait, toujours plus vite. Pas maintenant, Marie. La fusion avec Conningcade patine. Je dois gérer le conseil d'administration. J'avais posé ma main sur le petit écrin de velours près de mon assiette. C'est notre anniversaire, avais-je insisté. Dedans, il y avait une montre Patek Philippe vintage que j'avais traquée pendant 6 mois. Mes propres économies, pas son argent de poche. Enfin, il avait levé les yeux. Mais ses pupilles ne m'avaient pas rencontré. Elles m'avaient traversé, vérifiant son reflet dans la fenêtre derrière ma tête. « C'est bien », avait-il soupiré, un son qui m'avait fait grimacer. « Joyeux anniversaire. Envoie-toi des fleurs demain et mets ça sur le compte de la maison. Je dois aller au bureau. » Il s'était levé, attrapant sa veste de costume, sans un regard pour le risotto aux truffes que j'avais préparé. Son préféré, disait-il, quand il n'était encore qu'un millionnaire, pas un milliardaire. « Julien, attends. » Je m'étais levé aussi, ma main tremblant légèrement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la peur était encore là, blottie au fond de moi, malgré toute ma résolution. « Je voulais te parler du gala du Jubilé d'or la semaine prochaine. L'invitation est adressée à Monsieur et Madame Lefebvre. J'ai acheté une robe. » Il s'était arrêté à la porte, la main sur la poignée en laiton. Le soupir qui s'était échappé de sa poitrine était celui qu'on réserve à un ordinateur lent ou à un chien désobéissant. Lentement, il s'était retourné, l'expression pleine d'une pitié que je haïssais. « Marie », avait-il dit, sa voix mielleuse et condescendante, pire que n'importe quel cri. Le jubilé, ce n'est pas une réunion de parents d'élèves, c'est un champ de bataille. Il y aura les Martin, les Delaroche, les Rothschild. Sophie Delaroche sera là, représentant les banques européennes. J'ai besoin d'être sans entrave. Sans entrave, avais-je répété, sentant une pierre froide se poser dans mon estomac. Tu veux dire que tu ne veux pas que ta femme soit là?
Je veux dire que je ne veux pas que tu sois là, avait-il corrigé d'une brutalité honnête. Regarde-toi, Marie. Tu portes un cardigan. Tu parles de livres et de recettes. Ces gens-là parlent de fusion, d'acquisition, d'opiés hostiles. Tu n'as pas ta place. Tu n'as jamais eu ta place. Reste à la maison. Lis un livre. Regarde la télé. Ne me fais pas honte. La porte s'était refermée avec un clic sec, le silence me submergeant, lourd, assourdissant. Je suis resté là longtemps, j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre assombrie, cheveux bruns attachés en chignon négligé, pas de maquillage, un cardigan beige sur une robe simple. Il avait raison. J'avais l'air de ce qu'il disait. Une femme au foyer simple et ennuyeuse. Mais Julien avait oublié une chose. Il avait oublié d'où je venais. Il avait oublié qu'avant d'être Marie Dubois, l'institutrice tranquille, j'étais Marie Sinclair. Et il ne savait certainement pas que les Sinclair n'étaient pas un nom au hasard. Je me suis rassise. Pas de larmes. Les larmes sont pour ceux qui n'ont pas d'option. Moi, j'en avais. J'ai ouvert l'écrin de velours, sorti la montre à 80 000 et les laissé tomber dans le broyeur de l'évier. J'ai actionné l'interrupteur. Le bruit strident a été la plus belle musique que j'ai entendue depuis des années. J'ai sorti mon téléphone, pas celui que Julien surveillait, mais un vieux portable jetable que je gardais scotché sous le tiroir de ma coiffeuse. J'ai composé un numéro avec un indicatif suisse. C'est moi, Réali. C'est moi, avais-je dit, ma voix transformée. La douceur avait disparu, remplacée par une dureté capable de couper du verre. Active le protocole Phoenix et arrange-moi un rendez-vous avec Elias Thorne chez LVMH. J'ai besoin d'une robe. Non, pas une robe. J'ai besoin d'une armure. La semaine précédente, le gala du Jubilé d'or avait été une torture, mais pas pour les raisons qu'attendait Julien. Il supposait que je boudais dans le penthouse. En réalité, je n'y étais presque pas. Julien était trop occupé à travailler tard, ce qui signifiait généralement dîner au Fouquet's avec Sophie Delaroche, pour remarquer mon absence. Sophie était tout ce que je n'étais pas. Grande, blonde, ambitieuse à l'extrême, et fille d'un magnat du transport maritime néerlandais. C'était la femme que Julien pensait mériter. Un mardi, c'est sûr cette fois, c'était un mardi, Julien était rentré pour se changer avant une réunion du conseil. Il m'avait trouvé dans le salon, lisant un magazine. « Je suppose que tu as annulé ta confirmation pour le gala ?» avait-il demandé, ajustant ses boutons de manchette. « Je ne l'ai pas annulé, avais-je dit, sans lever les yeux. Je l'ai juste mise à jour. »« Bien, » avait grogné Julien. « J'emmène Sophie, purement professionnelle, bien sûr. Elle connaît les membres du conseil de Koninkaid. »« Bien sûr, avais-je dit, purement professionnelle. » Si Julien avait regardé de plus près, il aurait vu que le magazine que je lisais n'était pas Elle Decoration. C'était le Financial Times. Et je lisais un article sur une mystérieuse OPA hostile visant une société d'extraction de lithium dans le Nevada. Une OPA orchestrée par une société holding fantôme connue sous le seul nom d'Apex Ocula. Julien ne connaissait pas Apex Ocula, mais les marchés mondiaux, eux, la connaissaient. Apex était le nouveau prédateur dans l'arène. Un fonds apparu de nulle part 3 ans plus tôt, avalant des entreprises technologiques en faillite et les transformant en mines d'or. Personne ne connaissait le PDG, on ne connaissait que la signature. Chaque entreprise acquise était débarrassée de sa direction corrompue en 24 heures. Oh, et Julien, avais-je dit, alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur privé. Assure-toi de porter ton smoking bleu nuit. Il rend mieux en photo quand tu transpires. Julien avait froncé les sourcils, confus. Je ne transpire pas. Tu vas transpirer, avais-je murmuré à la pièce vide, alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. Moment, ici je dois m'arrêter un instant. C'est vrai, tout ce plan, toute cette mise en scène, c'était d'une absurdité folle, non? Je veux dire, si on y réfléchit, un milliardaire qui pense que sa femme est une simple potiche, et cette potiche qui est en réalité à la tête d'un empire secret.
Dans mon ancienne vie, quand j'étais encore à l'école, si j'avais lu ça dans un roman, j'aurais levé les yeux au ciel en disant que c'était tiré par les cheveux. Mais la réalité est souvent plus étrange, plus cruelle, plus rocambolesque que la fiction. C'était comme si je jouais un rôle que j'avais répété toute ma vie sans le savoir. Une sorte de vengeance shakespearienne dans un monde de haute finance. Ça me paraissait presque trop facile par moments, et ça me glaçait. Était-ce juste? Était-ce moral? Je n'en savais rien. Je savais seulement que c'était nécessaire. Mais bon, retour à nos moutons, ou plutôt à nos requins. Le jeudi était arrivé. Le gala du Jubilé d'or se tenait au musée du Louvre. C'était l'événement de la décennie. Le tapis rouge était une mer de cordons de velours, de flashs aveuglants et de milliards d'euros de bijoux. Julien était arrivé dans une Rolls-Royce Phantom, sortant avec Sophie Delaroche à son bras. Sophie portait une robe Versace rouge qui criait l'attention. Il ressemblait au couple puissant du siècle. Julien rayonnait, saluant la presse. « Monsieur Lefebvre !» avait crié une journaliste de Vanity Fair. « Où est votre femme ce soir? » Julien avait affiché un sourire triste et entraîné. « Marie ne se sent pas très bien. Elle préfère la vie tranquille. Les feux de la rampe ne sont pas pour tout le monde. » « Est-il vrai que vous allez finaliser l'accord Cunningham ce soir? » avait demandé un autre journaliste. « Nous sommes confiants, » avait dit Julien, serrant le bras de Sophie. « Ce soir est une nuit pour les gagnants. » Ils avaient gravi les célèbres marches, entrant dans la grande salle. La pièce avait été transformée en un palais doré. Les serveurs passaient avec du caviar et du Dom Pérignon. L'air sentait le parfum cher et la vieille richesse. Julien se sentait comme un roi. Il avait commencé à faire le tour de la salle, serrant la main de sénateurs et de magnats de la technologie. Il présentait Sophie à tout le monde, insinuant subtilement qu'elle était son avenir, tandis que j'étais son passé. « Julien, mon chéri, » avait ronronné Sophie, sirotant son champagne. « C'est parfait. Une fois que tu auras Cunningham, tu seras l'homme le plus riche de Paris et tu pourras enfin couper les ponts avec ce poids mort. » « Bientôt, » avait promis Julien, « j'ai les papiers du divorce prêts. J'attends juste le bon moment pour les lui faire parvenir. Je ne veux pas qu'elle prenne la moitié. »« Elle ne prendra rien, » avait ri Sophie. « C'est une institutrice. Elle n'a pas l'argent pour un avocat qui pourrait battre le tien. » Soudain, le brouhaha de la pièce avait changé. Ce n'était pas un bruit. C'était un silence. Une vague de calme avait roulé de l'entrée de la grande salle, se répandant comme une ondulation dans l'eau. Le groupe de jazz s'était arrêté. Les conversations s'étaient éteintes en pleine phrase. Julien avait froncé les sourcils, se retournant. « Qu'est-ce qui se passe? » « Le président est arrivé. »« Non, » avait dit Sophie, la voix tendue. « Regarde. » Au sommet du grand escalier, une silhouette se tenait, se détachant contre les lumières de l'arche. C'était une femme. Elle portait une robe qui défiait la gravité, une création liquide noire chatoyante qui semblait tisser du ciel nocturne lui-même. Saupoudrée de vrais diamants broyés, elle était structurée, pointue et d'une élégance terrifiante. Mais ce n'était pas la robe qui avait fait taire la pièce. C'était la femme qui la portait. Ses cheveux n'étaient plus attachés en un chignon négligé. C'était un corps net et tranchant, teint d'un noir de jais, qui accentuait ses yeux verts perçants. Elle portait un collier qui avait fait haleter les mondaines, les émeraudes des Romanov, les vrais. L'ensemble qui avait disparu lors d'une vente aux enchères à Zurich 2 ans plus tôt pour 40 millions de dollars. Julien avait plissé les yeux. Il connaissait ce visage, mais il ne connaissait pas cette personne. La femme avait commencé à descendre les escaliers. Elle ne marchait pas. Elle glissait. Chaque pas était une déclaration. Les photographes en bas des escaliers, qui avaient commencé à ranger leur matériel, s'étaient repositionnés à la hâte, leurs flashs éclatant comme des supernovas. En arrivant au niveau du sol, la foule s'était écartée devant elle, un mélange de peur et d'admiration. Elle s'était dirigée droit vers le centre de la pièce,
vers le PDG de Conningcad Logistique. Le verre de Julien lui avait échappé des mains et s'était brisé sur le marbre. Marie, avait-il haleté. Je ne m'étais pas tourné. Je ne l'avais pas reconnu. J'étais passé juste à côté de lui, la traîne de ma robe effleurant sa chaussure. Je m'étais arrêté devant Pierre Martin, l'homme que Julien tentait de courtiser depuis des mois. « Pierre », avais-je dit. Ma voix était amplifiée par l'acoustique de la salle, claire et impérieuse. « Je crois que vous avez des papiers à me faire signer. » Pierre Martin, un homme connu pour son calme de pierre, avait incliné la tête, il s'était incliné. « Oui, Madame Dubois, ou devrais-je dire, directrice d'Apex Ocula. » Le souffle coupé qui avait traversé la pièce avait aspiré l'oxygène de l'air. Julien avait senti ses genoux flancher. Apex Ocula, sa femme, la femme qui découpait des coupons pour la lessive. Je m'étais tourné alors, pivotant lentement sur mon talon, mes yeux se fixant sur ceux de Julien. Je n'avais pas souri. Je l'avais regardé avec le détachement froid et clinique d'un scientifique observant un insecte sous un microscope. « Bonjour Julien », avais-je dit. « J'ai finalement décidé de venir. J'espère que je ne vous embarrasse pas trop. » Le silence dans le musée du Louvre était lourd. Le genre de pression écrasante habituellement réservée aux submersibles des grands fonds. 1 millier de père-dieux appartenant à des sénateurs, des magnats du pétrole et des géants de la technologie rebondissaient entre Julien Lefebvre en sueur et l'entité glaciale qui était son épouse. Le cerveau de Julien déraillait. Il ne pouvait pas concilier les deux images. Marie, la femme qui découpait des coupons pour le chou frisé bio, la femme qui lui demandait timidement s'il voulait regarder un documentaire sur les abeilles, se tenant ici. Drapé dans les émeraudes Romanov, commandant l'attention de Pierre Martin. « C'est ridicule », avait lancé Julien, sa voix légèrement éraillée. Il avait fait un pas en avant, pénétrant dans mon espace personnel. « Marie, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une scène, enlève ce collier. C'est probablement une imitation. Et va attendre dans la voiture. Nous discuterons de cette folie à la maison. » Je n'avais pas scellé. Je ne l'avais même pas regardé. J'avais gardé mon regard fixé sur Pierre Martin. « Monsieur Martin, avais-je dit, ma voix lisse comme de la soie. Je crois que le contrat stipule que le transfert de la propriété majoritaire est effectif immédiatement après la déclaration publique. C'est exact? »« C'est exact, Madame Sinclair, » avait répondu Pierre Martin, sortant un stylo plume doré de sa poche. « Propriété majoritaire ?» avait ri Julien, un son nerveux et aigu. Il avait regardé autour de lui, cherchant des alliés. « Pierre, arrêtez de l'encourager. Ma femme fait clairement une crise de nerfs. C'est une institutrice. Elle n'a pas la propriété majoritaire d'un grille-pain, encore moins de Conningcad Logistique. » Sophie Delaroche s'était avancée alors, sa robe rouge bruissant. Elle avait posé une main possessive sur le bras de Julien, me regardant avec dédain. « Julien a raison. C'est pathétique. Marie, tu as trouvé un magasin de déguisement et tu t'es incrusté à la fête. La sécurité devrait te faire sortir avant que tu n'embarrasses Julien davantage. » Je m'étais enfin tourné. Le mouvement était lent, délibéré. J'avais regardé la main de Sophie sur le bras de mon mari, puis son visage. Mon expression n'était pas de colère. Elle était amusée. « Sophie, avais-je dit, je vois que vous portez la collection d'automne Versace. Un choix audacieux étant donné que la banque de votre famille, Delaroche Global, fait actuellement l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent via les îles Caïmans. J'imagine que la saisie de vos actifs ce matin par l'AMF rendra le paiement de cette robe un peu compliqué. » Le visage de Sophie était devenu blanc. « De quoi parlez-vous? »« Vérifiez votre téléphone, avais-je murmuré. Sophie avait fouillé dans sa pochette en sortant son téléphone. Ses yeux avaient parcouru l'écran et la couleur avait complètement fui de son visage. « Non, c'est impossible. L'ordonnance de gel, elle vient de tomber il y a 5 minutes. »« 7 minutes, avais-je corrigé. J'ai autorisé la dénonciation au régulateur moi-même. »
Julien avait regardé Sophie, puis de nouveau moi. Tu as fait quoi? Qui es-tu? J'avais fait un pas vers mon mari. Je portais des talons, ce qui me mettait presque à son niveau. Je te l'ai dit, Julien, je suis la personne que tu as ignorée. Mais tu as raison sur une chose, j'étais institutrice. J'enseignais les maths. Et toi, mon cher mari, tu as fait un grave calcul. J'avais fait un geste vers l'écran géant derrière la scène, habituellement réservé au nom des donateurs. Soudain, l'écran avait clignoté. Le logo du Jubilé d'or avait disparu, remplacé par le logo net et terrifiant d'Apex Ocula. Sous le logo, un téléscripteur boursier. Il affichait Lefebvre Capital. La ligne était rouge. Elle s'effondrait. « Qu'est-ce que c'est? » avait hurlé Julien se retournant. « Pourquoi mon action chute-t-elle? Le marché est fermé. » Négociation après bourse, avais-je dit calmement. Et les marchés asiatiques viennent d'ouvrir. Tu vois, Julien, pendant que tu étais occupé à offrir un dîner à Sophie et à ignorer mes appels, j'étais occupé à acheter autre chose. Acheter quoi? Ta dette, avais-je dit. Spécifiquement, les prêts toxiques que tu as contractés pour financer la fusion Koninkaid. Tu as tout mis en jeu. Ton entreprise, ton immobilier, même le penthouse, contre le succès de cet accord. Tu as supposé que Pierre Martin signerait avec toi ce soir. Je m'étais tourné vers Pierre Martin. Pierre, avec qui signez-vous? Pierre Martin avait brandi un dossier en cuir. À partir de 20 heures ce soir, Koninkaid Logistique a été acquise par Apex Ocula. Non, avait rugi Julien. C'est illégal. J'avais l'exclusivité. Ta clause d'exclusivité a expiré à 19h59, avais-je dit, vérifiant ma montre invisible. Tu étais trop occupé à poser pour des photos pour remarquer que la date limite était passée. La foule avait éclaté. Les flashs étaient aveuglants maintenant. Ce n'était plus seulement un gala. C'était une exécution publique. Julien avait attrapé sa poitrine. Il avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Marie, pourquoi? Nous sommes mariés. Tout ce que j'ai, c'est à toi de toute façon. Pourquoi me détruire? Mes yeux s'étaient durcis. L'amusement avait disparu, remplacé par une colère froide et ancienne. Parce que Julien, tu ne m'as pas seulement épousé, tu m'as enterré. La pièce était assez silencieuse pour entendre la glace fondre dans les seaux de champagne. Les mondains de Paris assistaient à un bain de sang, et ils ne pouvaient pas détourner le regard. « Parlons d'histoire, voulez-vous? » avais-je dit, ma voix portant jusqu'au fond de la salle sans micro. J'avais commencé à faire les 100 pas autour de Julien, le cernant comme un requin. Il y a 5 ans, tu m'as rencontré dans un café à Montmartre. J'étais pauvre. J'avais des difficultés. Je n'étais personne. Tu as pensé que j'étais la candidate parfaite pour une épouse de réhabilitation. Quelqu'un pour adoucir ton image impitoyable après les scandales environnementaux de Lefebvre Capital. Julien avait essuyé la sueur de sa lèvre supérieure. « Je t'aimais », avait-il menti. « Tu aimais ma malléabilité », avais-je corrigé. « Mais tu n'as jamais demandé pourquoi j'étais pauvre. Tu n'as jamais demandé mon nom de jeune fille, Sinclair. Cela te semblait banal, mais pour l'ancienne génération dans cette salle, j'avais jeté un coup d'œil à un vieil homme en smoking à proximité. « Monsieur Delaroche, vous souvenez-vous de la fonderie Sinclair? » Le vieil homme avait hoché lentement la tête, les yeux écarquillés. Le plus grand fabricant d'acier de la côte Est est fait faillite en 2015. Une tragédie. Le propriétaire s'est suicidé. Un murmure de stupeur avait parcouru la foule. Je m'étais arrêté. Je me tenais directement devant Julien. Le propriétaire était Arthur Sinclair, mon père. Julien avait cligné des yeux. Je ne savais pas. Tu ne savais pas? J'avais laissé échapper un rire bref et amer. Julien, regarde l'histoire de ta propre entreprise. Qui a orchestré l'OPA hostile qui a fait faillite la fonderie Sinclair? Qui a dépouillé ses actifs, vendu les machines à la ferraille et licencié 2000 travailleurs
poussant mon père à sauter du pont de Brooklyn. La bouche de Julien s'était ouverte et fermée. Il avait regardé Sophie, désespérée d'une réponse. Sophie était occupée à taper frénétiquement sur son téléphone, essayant de sauver sa propre peau. C'était Lefebvre Capital, avais-je murmuré. C'était ton père, Julien. Et quand il est mort, tu as pris les rênes et tu as continué exactement les mêmes pratiques. Tu as célébré l'anniversaire de cette prise de contrôle chaque année. Tu appelais ça le jour de la victoire. Sais-tu où j'étais le jour de ta victoire l'année dernière? Oh, au spa, avait faiblement deviné Julien. J'étais au cimetière, avais-je dit, en train de déposer des fleurs sur la tombe de l'homme que ta famille a détruit. Je m'étais tourné vers la foule, m'adressant à la pièce. Je n'ai pas épousé Julien pour son argent. J'en ai beaucoup moi-même. Vous voyez, mon père m'a laissé quelque chose que les avocats de la faillite n'ont pas pu trouver. Un brevet. Un petit algorithme insignifiant pour le trading haute fréquence. J'ai passé les 5 dernières années à le perfectionner. J'ai construit Apex Secula depuis un ordinateur portable dans la chambre d'amis pendant que mon mari travaillait tard avec ses assistantes. J'avais fait un geste vers l'écran à nouveau. Apex Ocula n'est pas seulement un fond, c'est une arme. Et pendant 5 ans, je l'ai pointé sur une seule cible. Tu ne peux pas faire ça, avait sifflé Julien, se rapprochant à nouveau, sa voix se transformant en un grognement menaçant. Je te poursuivrai en justice. Je te traînerai devant les tribunaux pendant des décennies. Je revendiquerai le privilège conjugal. La moitié d'Apex est à moi en vertu du droit matrimonial. J'avais souri. C'était le sourire d'un piège qui se referme. Oh, Julien, tu devrais vraiment lire les documents que tu signes. Quel document? Le contrat de mariage, avais-je dit. Julien avait ri, retrouvant une certaine confiance. Le contrat de mariage me protège. Il dit que tu n'obtiens rien si nous divorçons. Mes avocats l'ont rédigé. Tes avocats pensaient l'avoir rédigé, avais-je corrigé. Mais le matin de notre mariage, tu avais la gueule de bois. Tu étais pressé d'aller au golf. Tu as signé la pile de papiers sur le comptoir de la cuisine sans les lire. Julien s'était figé. Un souvenir avait clignoté. Un mal de tête, une tasse de café, moi lui tendant un stylo, lui signant à l'aveuglette juste pour me faire taire. J'ai échangé la page 14, avais-je dit simplement. Clause 7, section B. Elle stipule qu'en cas d'infidélité prouvée par des preuves numériques, tous les actifs détenus par Julien Lefebvre, y compris la propriété intellectuelle et les droits de vote de Lefebvre Capital, sont transférés immédiatement à l'épouse à titre de pénalité. Infidélité, avait bégayé Julien. Tu n'as aucune preuve. J'avais tendu la main vers ma pochette et en avait sorti une petite télécommande. J'avais cliqué. L'écran derrière moi avait changé à nouveau. Fini le téléscripteur boursier. À sa place, une vidéo. C'était une séquence de sécurité granuleuse en noir et blanc. Mais elle était assez claire. Elle montrait Julien et Sophie dans l'ascenseur privé de l'immeuble Lefebvre. Ils ne discutaient absolument pas d'affaires. La foule avait rugi, les mains couvrant les bouches. Les gens enregistraient avec leur téléphone, diffusant en direct la chute de la décennie. Les caméras de l'ascenseur, avait murmuré Julien, horrifié. Je les avais fait éteindre. Tu avais fait éteindre le flux de sécurité, avais-je dit. Mais j'ai installé un système de sauvegarde secondaire il y a 3 ans lorsque j'ai mis à niveau le Wi-Fi de l'immeuble. J'ai tout vu, Julien. Chaque déjeuner, chaque fin de soirée, chaque fois que tu riais de ta femme ennuyeuse en passant notre anniversaire avec elle. J'avais pointé la télécommande et l'écran était devenu noir. Le déclencheur du transfert d'actifs a été activé au moment où tu es entré dans ce gala avec Sophie à ton bras. À partir de maintenant, tu ne possèdes plus Lefebvre Capital. Tu ne possèdes plus le penthouse. Tu ne possèdes même pas le smoking que tu portes. Il a été payé avec une carte de crédit d'entreprise que je viens d'annuler. Julien avait regardé son téléphone. Une notification était apparue. Portefeuille suspendu.
Fond insuffisant. Il avait levé les yeux, ses pupilles sauvages. Il avait regardé la foule, les gens qu'il avait tant essayé d'impressionner. Il ne le regardait plus avec respect. Il le regardait comme s'il était un animal écrasé sur la route. Sophie Delaroche, réalisant que le navire avait non seulement coulé, mais explosé, avait tenté de s'éclipser. « Vous partez sitôt que Sophie » avais-je appelé. Sophie s'était figée. « Le FBI vous attend à la sortie » avais-je dit joyeusement. Apparemment, informer votre père de la descente de l'AMF constitue un délit d'initié. Ils aimeraient vous parler. Sophie avait laissé échapper un sanglot et avait couru vers la sortie de service, ses talons claquant frénétiquement sur le marbre. Deux hommes en costume sombre étaient sortis de derrière un pilier et l'avaient intercepté. Julien se tenait seul au centre de la pièce. Il était un roi dépouillé de sa couronne, de son château et de ses vêtements. « Marie, avait-il supplié, sa voix brisée, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Je suis ton mari. » Je l'avais regardé et une seconde, mes yeux s'étaient adoucis. Julien avait senti une étincelle d'espoir. « Tu as raison, avais-je dit doucement. Tu es mon mari. » J'avais tendu la main et ajusté son nœud papillon, tapotant sa poitrine. « Mais je demande le divorce demain matin, et puisque je possède maintenant le cabinet d'avocat que tu utilises, je te suggère de trouver un défenseur public. » Je lui avais tourné le dos. « Monsieur Martin, allons dîner? Je crois que nous avons une fusion à célébrer. »« Après vous, Madame Dubois, » avait dit Pierre Martin, offrant son bras. « S'il vous plaît, » avais-je dit assez fort pour que les caméras l'entendent. « Appelez-moi Mademoiselle Sinclair. » La pluie à l'extérieur du musée du Louvre avait une saveur différente pour Julien Lefebvre que quelques heures auparavant. À son arrivée, la pluie n'était que l'ambiance pour sa Rolls-Royce. Maintenant, debout sur le trottoir sans parapluie, elle était froide, mouillée et implacablement humiliante. Les paparazzis étaient toujours là, comme des vautours sentant une carcasse. Les flashs éclataient sur son visage, l'aveuglant. « Julien, Julien, est-il vrai que vous êtes en faillite? Monsieur Lefebvre, qu'est-ce que ça fait d'être déjoué par une institutrice? Allez-vous en prison comme Sophie? » Julien avait protégé ses yeux, bousculant un photographe. « Pas de commentaires. Laissez-moi tranquille, » avait-il crié, sa voix se brisant. Il avait fouillé sa poche pour son téléphone afin d'appeler son chauffeur, mais il s'était souvenu que le service de voiture était lié au compte de l'entreprise, le compte que j'avais gelé. Il avait tapé sur son application VTC. Paiement refusé. Il avait essayé une autre, paiement refusé. Il avait fixé l'écran, la pluie dégoulinant de son nez sur le verre. Il avait des milliards de dollars d'actifs ce matin-là. Maintenant, il ne pouvait même pas se payer un trajet jusqu'à son propre appartement. Vaincu, il avait commencé à marcher. 40 pâtés de maison jusqu'à son immeuble de la Défense. Au moment où il était arrivé, son smoking Tom Ford à 5 000 € était en ruine. Ses chaussures en cuir verni couinaient et il tremblait de façon incontrôlable. Il avait traversé les portes tournantes de son immeuble, désespéré par la chaleur du hall. Il avait marché vers les ascenseurs, prêt à s'effondrer dans son lit king-size et à se réveiller de ce cauchemar. « Monsieur Lefebvre, monsieur, arrêtez-vous là !» Julien s'était figé. Il s'était retourné pour voir Henri, le concierge en chef. Henri était un homme d'une 60aine d'années, un ancien militaire qui travaillait dans l'immeuble depuis une décennie. Julien n'avait jamais appris son nom de famille. En fait, il lui claquait généralement les doigts pour avoir un taxi. « Henri » avait aboyé Julien, essayant de retrouver son ancienne autorité. « Pas maintenant. J'ai passé une nuit d'enfer. Appelez l'ascenseur. » Henri n'avait pas bougé. Il se tenait derrière le bureau en marbre, le visage impassible. « Je ne peux pas faire ça, monsieur. Votre badge a été désactivé. » « Désactivé » avait ri Julien. Un son maniaque et humide. « Je possède le penthouse. Je possède les 3 derniers étages. Vous ne pouvez pas me verrouiller hors de ma propre maison. »« En fait, monsieur, » avait dit Henri, jetant un coup d'œil à une tablette sur le bureau, «
Selon le transfert de propriété enregistré à 20h05 ce soir, la propriété appartient désormais uniquement à Mademoiselle Marie Sinclair et elle a laissé des instructions strictes. Quelles instructions avait sifflé Julien, agrippant le bord du bureau? Pas d'invités non autorisés, avait lu Henri. Spécifiquement, pas d'anciens époux ayant un historique de négligence émotionnelle. Vous avez été placé sur la liste de refus d'admission juste entre les livreurs de pizza et les témoins de Jéhovah. Le visage de Julien était devenu violet. Je vous ferai perdre votre emploi pour ça. Savez-vous qui je suis? Henri avait enfin souri. Ce n'était pas un sourire agréable. C'était le sourire d'un homme qui avait été très bien payé par la nouvelle propriétaire. Je sais exactement qui vous êtes, Monsieur Lefebvre. Vous êtes l'homme qui m'a crié dessus à Noël dernier parce qu'il neigeait. Mademoiselle Sinclair, en revanche, me demandait des nouvelles de mes petits-enfants chaque matin. Elle vient de me donner une augmentation, une substantielle. Henri avait pointé la porte. S'il vous plaît, partez, monsieur, ou je devrais appeler la police pour intrusion, et franchement, ça me ferait plaisir. Julien avait fixé Henri. Il avait regardé la lumière dorée et chaleureuse du hall, les fauteuils en velours moelleux sur lesquels il n'avait pas le droit de s'asseoir. Puis il avait regardé la rue sombre et pluvieuse. Il s'était retourné et était sorti. Il avait vérifié ses poches. Il avait son portefeuille, mais ses cartes de crédit étaient inutiles. Il avait trouvé un seul billet de 20 € froissé qu'il gardait pour le voiturier. 20 €. Julien Lefebvre, le titan de la finance, avait acheté un sandwich au thon détrempé et un café dans une supérette ouverte 24 heures sur 24. Il s'était assis sur un banc dans une station de métro, les néons bourdonnant au-dessus de sa tête, écoutant les rats courir sur les rails. Il n'avait pas dormi. Il était juste resté assis là, tremblant, alimentant une rage qui brûlait plus fort que le café. Elle croit qu'elle a gagné, avait-il pensé, grinçant des dents. Elle croit qu'elle peut tout prendre, mais elle a oublié une chose. J'ai construit 7 entreprises. Je sais où sont enterrés les cadavres. J'ai des dossiers qu'elle ne connaît pas. Il avait regardé sa montre. 6 heures du matin. Attends juste, Marie, avait-il murmuré à la station vide. La partie n'est pas finie. À 8 pile, Julien avait fait irruption dans le hall de Lefebvre Capital. Il ressemblait à un fou, mal rasé, toujours vêtu de son smoking en ruine, les yeux injectés de sang. Les gardes de sécurité au tourniquet avaient l'air surpris. « Monsieur Lefebvre ?» avait demandé l'un d'eux. « Sortez de mon chemin !» avait grogné Julien, sautant par-dessus le tourniquet avant qu'il ne puisse réagir. Il avait sprinté vers les ascenseurs. Il connaissait le code de dérogation. Il l'avait composé avant que la sécurité ne puisse verrouiller le système. Les portes s'étaient fermées. Il montait au 50e étage, la suite exécutive. Il avait un plan. Dans son coffre-fort privé, derrière le tableau de lui-même dans son bureau, se trouvait un disque dur. Il contenait les clés de chiffrement des comptes offshore de la société aux îles Caïmans. Des comptes qui n'étaient pas à son nom et qui n'étaient donc pas inclus dans le contrat de mariage. Il y avait facilement 50 millions d'euros là-dedans. Assez pour fuir le pays, embaucher une équipe juridique impitoyable et me réduire en cendres. L'ascenseur avait retenti. Le 50e étage était calme. Trop calme. Julien avait couru dans le couloir jusqu'à son bureau. Il avait fait irruption par les doubles portes. « D'accord, écoutez-moi » avait-il crié à la pièce vide. « Je suis toujours le PDG jusqu'à ce que le conseil en décide autrement. » Il s'était arrêté. Son bureau avait disparu. Le bureau en acajou avait disparu. Les fauteuils en cuir avaient disparu. Le tableau de lui-même avait disparu. La pièce avait été dépouillée. Elle était complètement vide, à l'exception d'une simple table pliante au centre de la pièce. Assise à la table se trouvait Marie. J'étais vêtu d'un tailleur blanc impeccable, l'air frais, reposé et terrifiante de calme. Je sirotais du thé. À mes côtés se tenait Antoine, l'assistant personnel de Julien depuis 7 ans. Antoine, l'homme qui allait chercher son nettoyage à sec,
réservait ses vols et couvrait ses infidélités. Julien, avais-je dit, posant ma tasse de thé. Vous avez l'air terrible. Nuit difficile, Julien s'était précipité, mais deux grands gardes de sécurité étaient sortis de l'ombre, le bloquant. Où est mon coffre-fort? Où est le disque dur? J'avais levé un sourcil. Vous voulez dire le disque avec les clés du grand livre des contes des Caïmans? Celui que vous avez caché derrière ce portrait kitsch? Julien était devenu pâle. Comment avez-vous su? Il avait regardé Antoine. Antoine avait ajusté ses lunettes, regardant son ancien patron avec un mélange de pitié et de dégoût. Antoine, avait murmuré Julien, tu m'as fait, je t'ai donné un bonus l'année dernière. Vous m'avez donné un panier de fruits, Julien, avait dit Antoine, sa voix posée. Et vous m'avez jeté une agrafeuse parce qu'il y avait un raisin dedans. Vous ne vous en souvenez pas, n'est-ce pas? Antoine s'était approché de la table et avait posé une main sur une pile de dossiers. Madame Sinclair m'a approché il y a 6 mois. Elle a remarqué comment vous traitiez les gens. Elle m'a traité comme un être humain. Elle m'a demandé si je voulais aider à équilibrer les comptes. Je lui ai donné la combinaison du coffre-fort il y a 3 mois. Nous avons déplacé les fonds la semaine dernière. Julien avait senti la pièce tourner. Vous avez volé mon argent. Nous ne l'avons pas volé, avais-je corrigé. Nous l'avons rapatrié. C'est ce qu'on tient des paradis fiscaux illégaux. Julien, je les ai liquidés et j'ai donné les 50 millions étiers au fonds de pension des travailleurs de la fonderie Sinclair. Julien avait haleté. Tu as donné mon argent aux anciens employés de ton père? Ils ont perdu leur pension quand tu as pillé l'entreprise, avais-je dit, ma voix dure. Maintenant, ils les ont retrouvés avec les intérêts. Julien était tombé à genoux. Ce n'était pas un choix. Ses jambes l'avaient juste lâché. La trahison était absolue. Sa femme, son assistant, son portier, tous ceux qu'il avait considérés comme des PNG dans sa vie s'étaient avérés être des joueurs, et ils s'étaient tous ligués contre lui. « Je n'ai rien », avait murmuré Julien. « Tu as tout pris. »« Pas tout », avais-je dit. Je m'étais levé et avais fait le tour de la table, tenant un seul morceau de papier. Je m'étais agenouillé devant lui, prenant soin de ne pas laisser mon tailleur blanc toucher le sol sale. Je t'ai laissé une chose, Julien, parce que je ne suis pas un monstre. Je suis une enseignante, et une bonne enseignante sait qu'une leçon ne reste qu'avec une chance de rédemption. J'avais tendu le papier. Julien l'avait plissé des yeux. Ce n'était pas un procès. Ce n'était pas une ordonnance restrictive. C'était une demande d'emploi pour un poste de commis à la saisie de données junior chez Sinclair Apex Logistique. « Qu'est-ce que c'est? » avait haleté Julien. « Un travail, avais-je dit. Salaire minimum, pas d'avantage. Vous rendrez compte à Antoine. Vous travaillerez au sous-sol, auditant les dossiers fiscaux que vous avez essayé de cacher. Si vous travaillez dur, arrivez à l'heure et traitez les gens avec respect, peut-être dans 5 ou 10 ans, vous pourrez monter jusqu'à un bureau avec une fenêtre. » Julien m'avait fixé. « Tu t'attends à ce que je travaille pour toi au sous-sol? »« C'est ça ou la prison, » avais-je dit simplement. J'avais fait un geste vers la porte où 2 policiers venaient d'apparaître. « L'AMF a un mandat d'arrêt contre vous concernant la fraude Coninckade, mais si vous êtes employé par la société qui a corrigé l'erreur, et si vous coopérez pleinement avec la nouvelle direction, je pourrais être persuadé de demander au procureur une certaine clémence. » Je m'étais levé, le regardant comme un titan. « Alors, Julien, voulez-vous être un milliardaire dans une cellule de prison ou un employé dans le monde libre? Le choix vous appartient. » Julien avait regardé les menottes à la ceinture de l'officier. Il m'avait regardé, moi, la femme qu'il avait ignorée, la femme qui avait conquis son monde sans élever la voix. Il avait regardé la demande d'emploi. Sa main avait tremblé alors qu'il tendait la main vers le stylo qu'Antoine tenait. « Je prendrai le travail, » avait-il murmuré. « Bien, » avais-je dit, lui tournant le dos. « Antoine, montrez aux nouvelles stagiaires son bureau et dites-lui de rentrer sa chemise. Il a l'air peu professionnel. » Le matin suivant le gala,
le soleil s'était levé sur Paris avec une luminosité aveuglante et indifférente. Pour le reste de la ville, ce n'était qu'un autre vendredi. Pour Julien Lefebvre, c'était le premier jour de l'après-vie. Il s'était réveillé non pas dans son penthouse, mais sur un banc en plastique dans la zone d'attente 24 heures de la gare de l'Est. Un bagel à moitié mangé enveloppé dans du papier d'aluminium lui servait d'oreiller. Son smoking, autrefois un symbole de son statut intouchable, était maintenant taché de pluie et de crasse de la rue. Son nœud papillon pendait lâchement comme un oiseau mort autour de son cou. Il avait vérifié son téléphone. Il était mort, pas à court de batterie, mais déconnecté. Je n'avais pas seulement gelé ses actifs. J'avais méticuleusement démantelé son existence numérique, ses contacts, son calendrier, son stockage cloud. Tout était effacé ou verrouillé derrière des chiffrements qu'il ne pouvait pas briser. Il était sorti sur la rue du Faubourg Saint-Martin, se protégeant les yeux. Il devait le voir. Il devait savoir si c'était réel. Il avait parcouru les 40 pâtés de maison jusqu'à son immeuble. Cela lui avait pris 1 heure. Ses pieds, chaussés de mocassins en cuir italien conçus pour les tapis, avaient des ampoules et saignaient. Quand il avait finalement tourné le coin de la rue Boétie, il s'était arrêté. Un échafaudage était déjà en place autour de l'entrée de l'immeuble Lefebvre. Une équipe d'ouvriers en combinaison bleue était sur des échelles, utilisant des chalumeaux pour découper les massives lettres en laiton qui éplaient Lefebvre. Julien avait regardé le L tomber, s'écrasant sur le camion plateau en dessous, avec un tintement métallique assourdissant. Cela avait sonné comme une guillotine. « Hey, mon pote, bouge !» avait crié un contremaître. Zone de sécurité. Julien n'avait pas bougé. Il avait fixé le nouveau panneau hissé. Il était élégant, moderne et sobre. Sinclair Apex Global. La prise de conscience l'avait frappé avec la force d'un coup physique. Ce n'était pas un cauchemar. C'était permanent. Le premier mois avait été un flou d'humiliation. Julien avait essayé de se battre. Il s'était rendu dans 3 cabinets d'avocats différents, ceux qu'il gardait autrefois sur des millions de contrats. Il ne l'avait même pas laissé passer le hall. Conflit d'intérêts, disaient les réceptionnistes, sans prendre la peine de lever les yeux. Nous représentons Mademoiselle Sinclair maintenant. Il avait essayé ses amis, les gars avec qui il jouait au poker, les membres du conseil qu'il avait enrichi. Il avait appelé depuis des cabines téléphoniques. Julien qui avait demandé un ancien partenaire de golf avant de raccrocher. À la 4e semaine, Julien dormait dans un refuge dans le 18e arrondissement. Il avait vendu ses boutons de manchette pour 50 € dans un prêteur sur gage pour acheter un téléphone prépayé et une carte de métro. Il était émacié, mal rasé et pour la première fois de sa vie, véritablement invisible. Il s'était souvenu de mon offre, de la demande d'emploi, de commise à la saisie de données junior. Il en avait ri à l'époque. Il ne riait plus maintenant. Un mardi pluvieux, Julien Lefebvre était entré par l'entrée de service de son ancien immeuble. Il ne portait pas de costume. Il portait un jean et un polo qu'il avait acheté dans un friperie. Le gardien de sécurité, un homme nommé Miller, que Julien avait renvoyé 2 fois pour avoir l'air fatigué, l'avait fixé. « Qui êtes-vous » avait demandé Miller, le visage de marbre. « Je suis un nouvel employé » avait marmonné Julien, fixant le sol. Miller avait lentement imprimé un badge visiteur. Il ne disait pas PDG. Il ne disait pas VIP. Il disait provisoire. Sous-sol, avait dit Miller, pointant son pouce vers le bas. Ne touchez pas les murs. Le sous-sol de Sinclair Apex Global était un monde à part du penthouse. C'était un espace caverneux sans fenêtre, rempli du bourdonnement des serveurs et de l'odeur de café éventé. Des rangées de bureaux gris s'étendaient sous des néons qui bourdonnaient comme des mouches piégées. Julien avait été conduit à un bureau dans le coin le plus éloigné, à côté du conduit de ventilation. « Vous êtes en retard » avait claqué une voix. Julien avait levé les yeux.
Debout devant lui se trouvait une femme d'une vingtaine d'années, aux cheveux violets et un anneau au nez. Son badge nominatif indiquait Chloé, superviseur senior. Le métro était en retard, avait bégayé Julien. Je m'en fiche, avait dit Chloé, laissant tomber une pile de dossiers sur son bureau. Les particules de poussière dansaient dans l'air. C'est l'arriéré des noces de frais de 2019 à 2023. Mademoiselle Sinclair veut que chaque reçu soit recoupé avec le grand livre numérique. Si vous trouvez une anomalie de plus de 5 centimes, vous le signalez. Julien avait fixé la pile. 2019, mais j'étais PDG à l'époque. J'ai approuvé ses dépenses. Alors vous devriez savoir où chercher la fraude, avait dit Chloé en mâchant du chewing-gum. Au travail, stagiaire. Le déjeuner est à 12h30. Vous avez 30 minutes. Si vous revenez en retard, 1 heure est déduite. Julien s'était assis. La chaise était cassée. Elle penchait légèrement vers la gauche. Il avait tendu la main vers la souris. Elle était collante. Pour la première fois en 5 ans, Julien Lefebvre avait travaillé. C'était un travail épuisant, abrutissant. Ses yeux brûlaient. Son dos était endolori. Il était entouré de gens qu'il n'avait jamais pris la peine de reconnaître. Des gens qui faisaient 2 heures de trajet pour travailler, qui emportaient des sandwichs au thon parce que la cafétéria était trop chère, qui s'inquiétaient du loyer et des enfants malades. Au début, il l'avait ignoré, puis il l'avait raillé. « Hey, monsieur le milliardaire », avait appelé un gars nommé Gilles depuis 2 bureaux plus loin. « Vous pouvez me passer l'agrafeuse ou vous avez besoin d'un assistant pour ça? » Julien avait serré les dents et avait passé l'agrafeuse. « Tiens, merci Julien », avait ri Gilles. 6 mois passèrent. Quelque chose d'étrange avait commencé à arriver à Julien. La rage qu'il avait alimentée pendant les premières semaines avait commencé à s'éteindre, laissant derrière elle quelque chose de plus doux. De l'épuisement, oui, mais aussi de la clarté. Il avait commencé à voir les schémas dans les chiffres. Il avait vu le gaspillage qu'il avait autorisé, les déjeuners exorbitants, les honoraires de conseil qui allaient à ses amis, les budgets de voyage gonflés. Il avait vu les noms des employés qu'il avait licenciés pour payer ses luxes. Parfois, je venais le soir, quand tout le monde était parti. Je voyais Julien seul dans son coin. Ce n'était plus le prédateur, mais un homme penché sur des chiffres, une lumière de néon blafarde sur ses cheveux maintenant plus gris. C'était étrange de voir cette transformation. Avais-je eu raison de le pousser ainsi? Était-ce juste de jouer avec une vie humaine, même si cette vie avait détruit la mienne? Je ne savais pas. La puissance, une fois qu'on l'avait goûtée, était une compagne solitaire. Elle ne répondait pas à ses questions morales. Elle ne faisait que créer de nouvelles voies, de nouveaux objectifs. Je me souvenais de mon père, de sa droiture, de sa faillite. Il aurait peut-être été horrifié par ma soif de vengeance. Ou peut-être aurait-il compris la nécessité de la justice, coûte que coûte. Je me raccrochais à l'idée que malgré tout, je tentais de reconstruire, pas seulement de détruire. Un mardi soir, Julien était le dernier à être resté au sous-sol. Il était 21 à Rienon. L'équipe de nettoyage aspirait autour de lui. Il fixait un manifeste d'expédition de 2021. Il y avait une anomalie. 40 €. Une erreur d'arrondi dans une surcharge de carburant pour un vol en jet privé à Aspen. La plupart des gens l'auraient ignoré. C'était 40 € dans un grand livre de plusieurs milliards. Mais Julien n'arrivait pas à laisser tomber. Il avait tracé le numéro de transaction. Il avait extrait le reçu physique de la boîte d'archives. Il avait comparé les horodatages. Il avait réalisé que ce n'était pas une erreur. C'était un schéma. Quelqu'un dans l'encadrement intermédiaire avait écrémé 40 € sur chaque vol pendant 3 ans. Cela s'élevait à plus de 200 000 €. Julien s'était penché en arrière, se frottant les yeux. Il avait senti une poussée d'adrénaline. Pas l'adrénaline de la conclusion d'un accord, mais la satisfaction de résoudre une énigme, de trouver la vérité. « Vous êtes toujours là? » Julien avait sursauté. Il avait tourné sa chaise. Je me tenais à l'entrée de son bureau. J'avais l'air différente aussi. L'armure acérée et terrifiante du gala avait disparu.
Je portais un chemisier crème doux et un pantalon. J'avais l'air fatigué, mais heureuse. Je tenais 2 tasses de café en papier. Mademoiselle Sinclair, avait dit Julien, commençant à se lever. Je... je finissais juste. Asseyez-vous, Julien, avais-je dit doucement. Je m'étais approché et avais posé l'une des tasses sur son bureau. Noir, 2 sucres. C'est comme ça que vous le preniez avant de passer à l'espresso. Julien avait regardé la tasse. Vous vous souvenez? Je me souviens de tout, avais-je dit. Je m'étais appuyé sur le bord du bureau vide de Gilles, croisant les bras. Antoine me dit que vous travaillez 80 heures par semaine. Il dit que vous êtes l'analyste le plus efficace que nous ayons. Julien avait haussé les épaules, embarrassé. Je n'ai rien d'autre à faire, pas de fête où aller. Il m'a aussi parlé du chien, avais-je dit doucement. Julien s'était figé. Il avait fouillé sa poche et en avait sorti son téléphone, un Android fissuré. Il avait fait glisser son doigt sur le fond d'écran. C'était une photo d'un Golden Retriever bâtard, ébouriffé et borgne. Il s'appelle Lucky, avait dit Julien, la voix rauque d'émotion. Je l'ai trouvé derrière le refuge. Il avait besoin de moi. Je n'ai jamais eu personne qui ait besoin de moi auparavant. Moi, j'avais besoin de toi, avais-je dit. Les mots flottaient dans l'air, lourds et tristes. À l'époque, j'avais besoin d'un partenaire. Tu m'as donné un fantôme. Julien avait baissé les yeux sur ses mains. Elles étaient plus rugueuses maintenant, calleuses à force de paperasse et de promenade avec Lucky. Je sais que j'étais aveugle. Je me croyais le roi du monde, Marie, mais je n'étais qu'un tyran dans un château de verre. Il avait pris le dossier sur lequel il travaillait. J'ai trouvé quelque chose, avait-il dit, me le tendant. Le directeur logistique de l'Atlantique, il détournait des fonds. C'est profondément enfoui dans les surcharges de carburant. J'ai rédigé un rapport. J'avais pris le dossier, je l'avais parcouru rapidement, mes yeux verts s'écarquillant. C'est un détail incroyable, avais-je murmuré. Julien, cela économise une fortune à l'entreprise. Plus important encore, cela déracine la corruption. C'était la bonne chose à faire, avait simplement dit Julien. Je l'avais regardé. Je l'avais vraiment regardé. J'avais vu les cheveux gris, la chemise bon marché, la fierté authentique dans ses yeux pour une anomalie de 40 €. J'avais fouillé dans mon sac et en avais sorti une enveloppe blanche. C'est pour vous, avais-je dit. Julien avait tressailli. Est-ce un avis de licenciement? Ouvrez-le. Julien avait ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque. Ce n'étaient pas des millions. C'était 5 000 €, un bonus de performance. Et sous le chèque se trouvait une carte d'accès, une argentée. Qu'est-ce que c'est? Avait demandé Julien. Accès au 15e étage, avais-je dit. Nous ouvrons un nouveau département, éthique interne et conformité. J'ai besoin de quelqu'un pour le diriger. Quelqu'un qui sait exactement comment le système peut être triché afin d'empêcher que cela ne se reproduise. Julien avait fixé la carte d'accès. Le 15e étage avait des fenêtres. Il y avait la lumière du soleil. Vous voulez que je dirige un département? Avait murmuré Julien. Après tout ce que je vous ai fait, je ne le fais pas pour vous, avais-je dit fermement, me levant et lissant mon chemisier. Je le fais pour l'entreprise. Vous êtes le meilleur homme pour ce poste. Et peut-être que je le fais un petit peu pour Lucky. La nourriture pour chien est chère. Je m'étais tourné pour partir. Marie, avait appelé Julien. Je m'étais arrêté près de l'ascenseur, ma silhouette encadrée par la lumière crue du sous-sol. Je suis désolé, avait dit Julien. Il s'était levé, sa voix se brisant. Je suis incroyablement désolé pour l'anniversaire, pour le gala, pour les 5 ans où je ne vous ai pas vu. Je ne m'étais pas retourné, mais Julien avait vu mes épaules s'abaisser d'1 centimètre. Le travail commence à 8 au 5e étage, Julien, avais-je dit. Ne soyez pas en retard. Les portes de l'ascenseur s'étaient ouvertes et j'étais entré. Qu'auriez-vous fait à ma place si l'homme qui vous avait tout pris venait frapper à votre porte réduite à néant? Lui auriez-vous offert d'une 2e chance?
Ou l'auriez-vous laissé pourrir dans le noir? Je ne sais pas si ma décision était juste, si elle était la meilleure. C'était un pari, un autre. Mais je crois aux secondes chances, même quand elles font mal. Et je crois que la rédemption n'est pas un don, mais une conquête. Il faut la construire, brique par brique, reçu par reçu. Je n'ai pas seulement pris son entreprise à Julien. Je lui ai donné la seule chose que son argent n'aurait jamais pu lui offrir. Une conscience. Et aujourd'hui, on continue. Julien est toujours là, au 15e, à traquer les fraudes avec une détermination que j'admets parfois admirer. Il a même une fenêtre. Il parle encore de Lucky. Moi, je gère Apex Global. Je construis, j'innove. La route est longue, pleine d'incertitudes. Il n'y a pas de fin parfaite, de happily ever after. Il y a juste le présent et l'espoir d'un futur un peu plus juste. C'est la vie, non? Rien n'est jamais simple, mais c'est la mienne et j'en